Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau grand format consacré à l'océan. Il représente 70% de la surface de notre planète et il est en danger. Sous l'impulsion du prince Albert II, Monaco mène de nombreuses actions de protection et de sensibilisation et fait entendre la voix des océans dans les grandes instances internationales. Voici Olivier Wenden, Robert Calcagno et le professeur Denis Allemand. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Olivier Wenden, vous êtes vice-président de la Fondation Prince Albert II, Robert Calcagno, directeur général de l'Institut océanographique et le professeur Denis Allemand, directeur du Centre scientifique de Monaco et président de l'Institut du droit économique de la mer. L'ONU a déclaré en juin dernier l'état d'urgence des océans. En quoi y a-t-il urgence, Olivier Wenden ? Écoutez, ça fait quand même quelques années, en effet, que nous nous sommes rendus compte, la communauté internationale, les médias et aussi l'opinion publique, des pressions, des terribles pressions qui existent sur l'océan, qu'elles soient celles de l'extraction minière, qu'elles soient celles des pollutions, notamment plastiques, mais aussi et surtout la surexploitation des ressources marines. En parallèle, on a aussi bien conscience du rôle que l'océan mondial joue dans la régulation climatique. Quelques chiffres, c'est près du quart de nos émissions à effet de serre qui sont absorbées par l'océan. On appelle ça un puits de carbone. C'est aussi près de 90% quand même de la chaleur générée, causée par le changement climatique qui est absorbé par l'océan. Et puis, plus proche de nous, les données économiques. Il y a quand même près de 3 milliards d'individus aujourd'hui qui dépendent de l'océan pour leur alimentation, leur emploi aussi, donc ce n'est pas rien. Alors l'océan est au cœur des actions de la Fondation Prince Albert II. Vous nous rappelez les principales missions de cette fondation ? Aujourd'hui, la Fondation, c'est près de 750 projets qui ont été accomplis sur le terrain pour une enveloppe budgétaire de l'ordre de 100 millions d'euros. Nos priorités restent le changement climatique, la préservation de la biodiversité sur terre et en mer, bien entendu, mais aussi l'accès à la ressource en eau. Alors, protéger d'un côté, sensibiliser de l'autre. Dans ce domaine, l'Institut océanographique joue un rôle crucial. Oui, depuis plus de 100 ans, la mission de l'Institut océanographique est la même, connaître, aimer et protéger l'océan. C'est donc une sensibilisation qui est appuyée sur la science, qui est appuyée sur la connaissance, mais qui est tournée vers l'impact, tournée vers les résultats. Nous ne nous contentons pas de faire savoir, d'émerveiller, mais nous voulons vraiment obtenir des accords et mettre en œuvre des résultats. Alors pour protéger le milieu marin, il faut apprendre à mieux le connaître. C'est l'une des missions du Centre scientifique de Monaco. Tout à fait. Je pense qu'on ne peut rien faire sans la connaissance et donc sans la recherche qui va derrière. Aujourd'hui, le centre scientifique, c'est près de 80 personnes autour de 3 grands problèmes de recherche. 2 qui concernent l'environnement, les milieux coralliens, sur lesquels on travaille depuis une trentaine d'années maintenant. Les milieux polaires, là aussi, c'est 2 milieux qui partagent la même sensibilité au changement climatique. Et puis un autre problème qui nous touche nous, mais qui touche aussi l'océan, la biologie médicale. Si vous deviez nous donner chacun un chiffre pour réaliser le danger qui guette la faune et la flore marine, Denis Allemand. Je dirais 2100. 2100, c'est la fin du siècle, et c'est la date à laquelle le GIEC a proposé que les récifs coralliens pourraient totalement disparaître à cause des changements climatiques. Ce qui veut dire que si l'augmentation de la température dépasse plus de degrés, ce qui est vraisemblable, on pourrait voir disparaître le premier écosystème de la surface de la Terre. Robert Calcagno, un chiffre. Je vais vous le donner 2 fois peut-être, 30 et 30. En fait, c'est l'objectif 30-30, protéger 30% de notre planète, 30% de la Terre, 30% des eaux, 30% des océans à l'horizon 2030. Et c'est un accord sur lequel tous les pays du monde se sont mis d'accord à la fin de l'année 2022. Je dirais maintenant, banco, allons-y, action. Olivier Wenden. J'irai sur le plus petit d'entre eux, 1%. 1%, c'est le niveau de protection de la haute mer. Donc là, c'est pour rester dans l'actualité. Le traité sur la haute mer qui était tant attendu, pour lequel le prince de Monaco et la principauté en général se sont tant mobilisés, ça a été signé il y a quelques semaines. Et pourtant, vous l'avez rappelé, 2 tiers de la planète, c'est l'océan. Et 60% de cet océan, c'est la haute mer. Pour faire simple, une zone de non-droit. Il faut donc agir, aller plus loin. Et c'est là tout l'engagement de la Fondation, de la principauté en général.
Olivier Wenden, vous restez avec nous. Robert Calcagno, Denis Allemand, on vous retrouvera tout à l'heure. L'homme et l'océan, c'est le titre du livre du prince Albert II, paru l'an dernier chez Flammarion. Le prince souverain qui s'exprime régulièrement pour défendre la cause des océans. Les océans sont à l'origine de la vie terrestre et jouent un rôle essentiel pour son équilibre. Nous avons cependant négligé ce rôle pendant trop longtemps. Depuis des décennies, nous ne cessons de les polluer, de les piller et d'en détruire les fragiles ressources. C'est à chacun de nous qu'il revient d'agir, car les océans sont notre patrimoine commun. Il nous appartient de les préserver par une gestion clairvoyante afin de pouvoir en léguer les richesses aux générations à venir. Le prince souverain qui a beaucoup œuvré pour l'accord historique sur la haute mer obtenu à l'ONU. Absolument. Et donc l'engagement du prince souverain tourne autour de 3 piliers d'action. Une meilleure connaissance de l'océan, une meilleure protection de l'océan et une meilleure gouvernance de l'océan. Donc la signature de ce traité historique tombe à point. L'engagement de la principauté s'est traduit bien évidemment par l'engagement au sein de la coalition internationale pour le 30-30 dont parlait Robert Calcagno, protéger 30% des terres, 30% de l'océan d'ici 2030. L'engagement de la principauté et le rôle du prince est aussi traduit par la mer de Ross. C'est la plus grande aire marine protégée du continent antarctique. Ça, c'est bien grâce à l'engagement du souverain qu'elle est arrivée. Et puis, d'une manière plus générale, c'est le rôle que la Fondation assure pour le développement des aires protégées, notamment en haute mer, depuis quelques années. Je pense notamment au programme Pristine Seas. Regardez la Méditerranée dans les yeux chaque jour est un privilège qui nous oblige, dit aussi le prince souverain, une Méditerranée en danger. La Méditerranée, ce sont tout d'abord des liens géographiques évidents, des liens historiques, bien sûr. C'est le berceau de tant de civilisations et elle nous oblige, parce qu'il faut la protéger. Aujourd'hui, c'est la mer fermée, une des plus polluées au monde, avec un degré de surexploitation des ressources marines terrible. On a failli perdre le thon rouge de Méditerranée et vous vous rappelez certainement le rôle clé joué par le prince de Monaco et la principauté pour sauver cette espèce en seulement 5 ans. Aujourd'hui, la Méditerranée, c'est un petit peu le terrain de jeu, le laboratoire pour la Fondation Prince Albert II de Monaco dans le développement de ses propres projets que nous appelons des initiatives. Nous avons aujourd'hui 13 initiatives en cours dans le monde, dont 8 spécialement en Méditerranée, que ce soit le développement des aires marines protégées, la lutte contre les pollutions plastiques ou bien et surtout la protection d'espèces marines. Et parmi, effectivement, ces initiatives, il y a la protection du phoque moine de Méditerranée. On regarde. C'est l'un des mammifères marins les plus menacés au monde. Il ne resterait que 800 phoques moines comme celui-ci, en Méditerranée, entre la Grèce, Chypre et la Turquie, dans l'Atlantique autour de Madère et en Mauritanie. Solitaire, le phoque moine étant super prédateur comme les thons, les requins et les dauphins. À l'âge adulte, il pèse jusqu'à 400 kg et engloutit plusieurs kilos de poissons et de crustacés par jour. Chassé pour sa graisse, sa chair et sa fourrure, longtemps persécuté par les pêcheurs à qui il faisait concurrence, délogé de son habitat naturel par l'urbanisation et le tourisme de masse, il a trouvé refuge dans des grottes isolées le long des côtes. Engagée depuis longtemps pour sa conservation, la Fondation Prince Albert II a joué un rôle moteur dans la création de la Monk Seal Alliance, qui réunit 5 organisations donatrices. Elle soutient des projets, fédère et encourage la concertation entre les différents acteurs. Le phoque moine de Méditerranée reste en danger, mais depuis quelques années, la pression diminue et leur nombre augmente. Pendant cette plongée en Méditerranée, Lina Hanson nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des initiatives à la Fondation Prince Albert II. Quelles sont les autres espèces menacées d'extinction ? Alors la liste est malheureusement longue. On estime aujourd'hui que 10% de toutes les espèces marines dans le monde sont menacées. Et si nous continuons, on va dire, de malmener l'océan comme on le fait aujourd'hui, ça pourrait être 90%, donc la quasi-totalité finalement des espèces marines qui seront menacées d'ici la fin du siècle. Parmi les exemples qu'on peut citer ici en Méditerranée, nous avons 2 espèces qui sont emblématiques et endémiques à cette région, c'est-à-dire il n'existe qu'ici. C'est une espèce de Posidonie, et donc un herbier sous-marin, c'est une plante marine qu'on confond souvent avec une algue, mais qui en réalité c'est une plante. Et aussi la grande nacre, qui est le 2e mollusque le plus grand au monde, qui peut atteindre 1 mètre, 1,20 m, et qui est vraiment dans un état critique d'extinction aujourd'hui en Méditerranée. Alors l'un des dangers pour la faune marine, c'est le plastique.
Les chiffres, là aussi, sont saisissants. Oui, alors on parle de 8 millions de tonnes de plastique qui entrent dans l'océan chaque année. Et si on a du mal à visualiser ça, c'est un camion poubelle de plastique qui est déversé dans l'océan toutes les minutes. Donc c'est vraiment un enjeu particulièrement compliqué. Et il faut savoir que le plastique, une fois dans le milieu, il se dégrade très très lentement. Ça peut prendre 500 ans. Et il menace de nombreuses espèces, comme par exemple la tortue marine. Alors, que peut-on faire face à ce fléau? Quelles actions menez-vous? Alors, la Fondation a été le fer de lance d'une initiative qu'on appelle Beyond Plastic Med, ou BIMED, en 2015, qui a été lancée avec des partenaires tels que la Fondation Tara, la Fondation Mava, l'UICN et Surfrider. Au lieu de faire des beach clean, d'essayer de ramasser le plastique sur les plages, BIMED va essayer de régler le problème avant que le plastique finisse dans l'océan. Donc il y a deux manières de le faire, soit de vraiment soutenir des projets sur le terrain, ce que fait BIMED, donc pour améliorer la collecte de plastique, pour réduire l'utilisation du plastique ou pour mobiliser les acteurs. Et on travaille aussi, très important, avec le secteur privé. Donc nous avons un collège d'entreprises de BIMED qui travaille avec 12 multinationales pour pouvoir vraiment réduire leur empreinte plastique finalement. Alors, protéger les mammifères marins de Méditerranée, c'est l'objectif du sanctuaire Pélagos, créé il y a 20 ans. 87 500 km² entre la France, Monaco et l'Italie. Quelle initiative avez-vous prise pour renforcer la préservation des mammifères marins dans cette zone? C'est quand même une très belle initiative transfrontalière, c'est ça que je tenais déjà à saluer. France, Monaco, Italie, c'est pas anodin. Et c'est l'une des plus grandes zones protégées, régulées de Méditerranée quand même, à nos portes. Il se trouve que la Fondation a souhaité dès 2021 renforcer, accompagner l'accord transfrontalier pour mettre en œuvre les solutions les plus appropriées. Donc dès 2021, la Fondation, comme toujours, s'est entourée de partenaires sérieux et bien établis que sont le WWF, l'UICN et le réseau MEDPAN pour essayer là encore de renforcer, d'accélérer le déploiement de solutions au sein de ce sanctuaire. Et nous avons également été accompagnés dès 2022 par UBS Monaco et la Fondation Optimus d'UBS afin d'accélérer et renforcer notamment le volet climat-océan au sein du sanctuaire. Olivier Venden, on vous retrouvera à la fin de cette émission. Merci Lina Hanson d'avoir été parmi nous. On se rapproche de nos côtes pour évoquer un autre sanctuaire pour tous les poissons, l'aire marine protégée du Larvoto. C'est un reportage de Christine Datomel et Lionel Bernardi. Ces aires naturelles préservent l'étonnante vie marine et offrent ainsi la possibilité de découvrir des trésors de biodiversité préservés. On se rend bien compte que, particulièrement au niveau des poissons, les peuplements augmentent, la biomasse, c'est-à-dire le poids par unité de mesure augmente. Donc on a des poissons de grande taille, des prédateurs de haut niveau trophique. En même temps, en plus de cette partie-là, on a une abondance, une diversité, une densité très importante qu'on n'a pas dans des sites qui ne sont pas protégés et qui sont notamment des sites pêchés. Une aire marine protégée nécessite une stricte réglementation, comme l'interdiction de naviguer avec des engins à moteur, pas d'ancrage ni de mouillage pour les bateaux, et bien sûr, les captures, les prélèvements ou encore la pêche sont formellement défendus. En plus de la réglementation, il y a un système de surveillance qui est très efficace. Alors c'est vrai que c'est simple à Monaco parce que les aires marines protégées sont de taille restreinte et elles sont en milieu urbain. Alors nous, on avait une gestion qui était déjà existante mais pas formelle. Et on y est arrivé parce que pendant 2 ans, on a travaillé avec le gouvernement princier, la Fondation Prince Albert II et beaucoup d'institutions de la principauté. Donc ce plan de gestion a débouché sur 6 grands objectifs à long terme. Préservation du patrimoine naturel, les programmes de recherche et développement, la gestion pure et simple, la sensibilisation, l'éducation. Un plan de gestion efficace qui permet une vision plus fine des activités humaines afin de mieux les encadrer et ainsi d'éviter les dérives. On quitte l'aire marine protégée du Larvoto pour vous retrouver, professeur Denis Allemand. On l'évoquait tout à l'heure, on assiste à une augmentation constante des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Quel impact sur les océans? La première personne qui a parlé de problème de gaz carbonique, c'est Svante Arrhenius, un chimiste à la fin du 19e siècle. Donc ce n'est pas un phénomène récent, on le connaît depuis un certain temps. Mais c'est vrai que les effets sur les océans deviennent de plus en plus notables ces dernières années. Le premier effet
je voudrais citer le phénomène de blanchissement des coraux. Le blanchissement des coraux, c'est en fait la rupture d'une association symbiotique entre le corail et des algues symbiotiques qui vivent à l'intérieur. Le corail paraît blanc et au bout de quelques jours, à quelques semaines, il meurt. Ce phénomène est apparu dans les années 80 et devient aujourd'hui de plus en plus important, de plus en plus fréquent. Toutes les zones sont touchées, y compris des zones très éloignées des actions anthropiques. Et ce phénomène pourrait conduire, selon le GIEC, à la disparition totale des récifs coralliens à la fin du siècle. Autre impact du CO2, l'acidification des océans. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce phénomène et ses conséquences de façon simple ? Ce gaz carbonique qui s'accumule dans l'atmosphère va également se dissoudre dans l'océan. Alors, ça va avoir pour conséquence un effet bénéfique, puisque ce gaz carbonique ne va pas participer à l'effet de serre. Et donc, ça nous économise plusieurs degrés d'augmentation de la température. Mais ce gaz carbonique qui va se dissoudre dans l'océan va avoir un effet chimique, c'est d'augmenter l'acidité de l'océan, avec des conséquences notables pour toutes les espèces qui vivent dans la mer. Et cette acidification des océans va avoir de profondes répercussions sur la vie marine. Le Centre scientifique de Monaco est le seul laboratoire au monde à cultiver des coraux dans différentes conditions d'acidification des eaux. Vous avez ouvert les portes du labo à Monaco Info. C'est au Centre scientifique de Monaco que se trouve la plus ancienne collection de coraux au monde, cultivés dans les conditions contrôlées. On étudie ici l'expression de leurs gènes, leur physiologie et leur capacité d'adaptation au changement climatique. On travaille beaucoup sur les coraux tropicaux, donc ils proviennent autant de la mer Rouge, de l'Australie, mais on travaille aussi sur des coraux méditerranéens, donc qui viennent d'ici, autour de nous, de la Corse, de l'Italie, de l'Espagne. Et on travaille sur des coraux profonds, donc des coraux dits profonds, c'est-à-dire qu'ils sont à plus de 50 mètres de profondeur. Ce qu'on a au laboratoire sont entre 150 et 250 mètres. Donc on les récupère avec des roves, des petits robots autonomes avec des petites pinces. Et ils viennent d'Espagne et de Chypre. Objectif, mieux comprendre leur mécanisme d'adaptation afin de faciliter l'évolution assistée. Le centre scientifique mène aussi des actions sur le terrain. L'une d'elles a permis d'observer qu'en mer Rouge, les coraux résistaient mieux à l'évolution des températures, sans doute grâce aux poussières du désert. Professeur, qu'avez-vous appris sur les coraux en les étudiant au Centre scientifique de Monaco ? On s'aperçoit que certaines espèces sont très sensibles. Certaines espèces n'arrivent pas à s'adapter. Par contre, et ça c'est plus rassurant, on s'aperçoit que d'autres espèces peuvent s'adapter à ces phénomènes. Et ces adaptations se font par des mécanismes que nous sommes en train d'étudier. Et ces études peuvent avoir une répercussion par la suite pour améliorer la résistance de ces animaux aux futurs changements. On évoquait tout à l'heure avec Lina Hanson le plastique. Le Centre scientifique de Monaco a publié récemment une étude sur le plastique et la santé humaine. Que ressort-il de cette étude ? Une cinquantaine d'auteurs, 1600 références analysées, un article qui est paru dans une revue scientifique de plus de 300 pages. D'abord, il y a un effet du plastique direct sur la santé humaine, dans la chaîne alimentaire. Mais peut-être, et ça c'était moins connu, ce plastique est aussi un vecteur de bactéries pathogènes qui peuvent adhérer à ce plastique, aussi vecteur de produits chimiques, des produits chimiques qui déjà sont présents dans ce plastique, perturbateurs endocriniens et autres, mais également des produits chimiques qui vont s'accrocher, s'absorber à partir de l'eau de mer. Merci professeur. Et à tout à l'heure, le Centre scientifique sensibilise également à la préservation de la faune marine, tout comme l'Institut océanographique. Et l'on va retrouver Robert Calcagno pour en parler. Le musée océanographique de Monaco est doté d'un centre de soins conçu pour accueillir notamment des tortues marines. Elles peuplent nos océans depuis plus de 150 millions d'années et elles sont en danger. Robert Calcagno. Oui, la mission de l'Institut océanographique, c'est vraiment de comprendre et de protéger l'océan mondial. Mais cela ne nous empêche pas d'agir très localement et très ponctuellement quand il y en a besoin. Et il y a quelques années, une tortue avait vraiment ému la population de Monaco puisqu'on avait trouvé une petite tortue frigorifiée dans le port de Monaco et ça nous a donné l'occasion d'une vraie étude sur les tortues. Et vous avez raison,
les tortues marines, et il y en a 7 espèces, pas une de plus. Elles ont survécu à l'extinction des dinosaures. Et aujourd'hui, on le voit, depuis 20 ans, les populations de tortues marines s'effondrent. Donc nous avons mis en place un centre de soins pour les espèces méditerranéennes et en particulier les tortues marines pour s'occuper de ces animaux qui passent devant le musée océanographique. Le centre de soins permet aussi de mener des projets sur d'autres espèces menacées telles que les hippocampes, une espèce qui fascine et qui intrigue. Y en a-t-il beaucoup au large de Monaco et quelles actions pour les protéger? Nous avons fait une grande mission pour essayer de les observer, plus de 160 heures de plongée par nos plongeurs, mais on en a trouvé 3 petits. Et donc, on se préoccupe d'essayer de maintenir et de garder cette population d'hippocampes. D'abord, il faut qu'ils aient un environnement favorable, c'est ça le plus important. Mais on en est à un point où il faut les aider un petit peu. Et donc, dans ce centre de soins, on a pu récupérer un mâle gravide. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mâle gravide? En fait, c'est un mâle qui est enceinte. Chez l'hippocampe, c'est le mâle qui porte les bébés. On a vu ce mâle avec son gros ventre, on l'a pris, il a pondu. Il a relâché ses petits hippocampes dans nos bassins, on a relâché le mâle pour qu'il puisse continuer sa vie et on s'est occupé de ces bébés qui se sont bien développés dans les bassins du musée océanographique alors que sur mer ils disparaissent, la plupart d'entre eux en tout cas, et on les a relâchés. Mais maintenant on les suit. On les suit par l'étude de leur bruit, on les suit par l'étude de leur ADN. Ils laissent des petits bouts de peau et on les étudie pour savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir. Alors parlons maintenant des méduses qui prolifèrent à une vitesse impressionnante. Comment expliquer cette invasion et en quoi pourrait-elle nous aider à dépolluer les océans? Alors ça, les méduses, justement, ce n'est pas un client de notre centre de soins parce qu'elles se portent très bien. Oui, trop bien. Trop bien, effectivement, et je dirais elles ont un meilleur ami, les méduses. C'est un des rares animaux qui aime beaucoup ce que fait l'homme. Et effectivement, l'homme, par les pollutions, par la pêche qui enlève les prédateurs des méduses, par la pollution qui fait se développer le plancton, qui est mangé par les méduses, par les plastiques dont Denis Allemand parlait tout à l'heure, qui peuvent soutenir les petits polypes des méduses et les faire voyager, on a des explosions de populations de méduses. Alors, c'est difficile d'utiliser les méduses en Asie, on en mange, mais nous on les utilise justement pour sensibiliser à la nécessité de protéger l'océan et d'avoir un équilibre général. Pas beaucoup de monde aime les méduses, mais on leur dit si vous en voulez encore beaucoup, continuez à polluer, à surpêcher, et si vous en voulez un petit peu moins, la meilleure solution, c'est d'avoir un océan en bonne santé. Vous êtes également administrateur délégué des explorations de Monaco, une plateforme créée sous l'impulsion du prince souverain pour une meilleure connaissance et gestion durable de l'océan. La dernière mission s'est déroulée dans l'océan Indien. Elle a permis plusieurs avancées. Lesquelles ? Cette dernière mission donc, qui s'est déroulée dans l'océan Indien à cheval sur les Seychelles et Maurice nous a permis de mieux connaître, d'investiguer un endroit particulièrement inconnu, méconnu, qui est un endroit, les hauts-fonds Saya de Maya. C'est plus de 50 000 km², je l'appelle l'île invisible, et grâce à cette mission, on a pu mieux le comprendre. Et aujourd'hui, avec les décisions des Nations Unies pour mieux protéger la haute mer, nous allons disposer des outils juridiques pour protéger, travailler avec les gouvernements locaux, Seychelles, Maurice, bien entendu, mais protéger ce vaste plateau. Robert Calcagno, vous restez avec nous. Je vais demander à Olivier Wenden et au professeur Denis Allemand de nous rejoindre pour la conclusion de cette émission. Votre présence à tous les trois en introduction et en conclusion de cette émission est un signal fort. Elle montre la complémentarité entre vos trois organismes. Olivier Wenden, la Fondation Prince Albert II s'est fixé une feuille de route pour la Méditerranée. Quels sont les défis à relever ? C'est un programme à 5 ans qui vise à la fois à renforcer les capacités des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien pour protéger la Méditerranée. On a identifié 260 projets, une enveloppe de 30 millions d'euros pour les 5 prochaines années. Il y aura la protection durable et efficace de 7000 km² de mer Méditerranée par l'intermédiaire de l'initiative The Med Fund qui avait été inaugurée par Monaco, le gouvernement français et le gouvernement tunisien dès 2015. Il y aura le renforcement
des populations d'espèces menacées, le phoque moine, le thon rouge. Il y aura bien sûr et toujours le renforcement des réseaux d'échange de bonnes pratiques et la sensibilisation du grand public. On parle de 500 000 personnes qui, sous 5 ans, pourront bénéficier de cela. Mais je pense aussi et surtout à la préservation de l'accès à l'eau douce et à la protection des zones humides. Ça, c'est l'objet d'une nouvelle initiative. C'est vraiment consacrer de l'argent, 5 millions en quelques années, pour justement préserver l'eau douce et les zones humides de Méditerranée. Et enfin, le développement de l'économie bleue et de la finance bleue. On a 2 très beaux programmes qui ont été lancés, la Ocean Innovators Platform, et puis le lancement d'un fonds d'investissement qui permettra d'investir dans les sociétés dans lesquelles nous croyons. Et du point de vue de la recherche et de la science, professeur Denis Allemand, quels sont les défis, les prochaines échéances ? On l'a vu, on a parlé à plusieurs reprises ici de l'accord sur la haute mer. Ce qui a emporté un petit peu l'adhésion des délégués, c'est la connaissance accrue du rôle majeur de la haute mer dans la régulation du climat et dans les réserves génétiques qu'il pourrait apporter. Donc cette connaissance est absolument indispensable pour apporter des éléments aux décideurs politiques. Le deuxième élément que je voudrais dire est beaucoup plus spécifique. On a un projet commun et ce projet, moi, me semble très important. C'est un conservatoire mondial du corail. On l'a dit, le corail pourrait disparaître totalement à la fin du siècle à cause des changements climatiques. Il faut arriver à le conserver et ce projet pourrait permettre, en tout cas on l'espère, de le conserver pour les civilisations futures. Et du côté de l'Institut océanographique Robert Calcagno, quels sont les prochains défis et comment accompagner et continuer de sensibiliser à la fois les entreprises, les scientifiques, le grand public ? Alors, nous sommes directement cette année au milieu de notre programme de sensibilisation sur les zones polaires et d'action. Nous travaillons pour les protéger, cette année tout particulièrement pour l'Antarctique. Et nous allons en fin d'année amener sur un bateau 100 chefs d'entreprise de très très haut niveau pour les sensibiliser à ces questions et amener à renforcer et poursuivre pour l'océan austral comme pour l'océan du monde, cet objectif 30-30 de protéger, de déclarer 30% d'aires marines protégées dans l'océan austral. Puis nous travaillons tous ensemble. Donc bien sûr, nous allons travailler avec la Fondation Prince Albert II sur le programme Méditerranée, une sensibilisation, des expositions, des livres, des conférences, mais aussi une exploration tout au long de la Méditerranée pour expliquer ce que Monaco fait et quels sont les problèmes et les besoins de la Méditerranée. Olivier Wenden, les jeunes générations ont un rôle clé à jouer. Comment les accompagner ? Nous avons voulu lancer une initiative qui se consacre aux moins de 35 ans, la future génération, comme on l'appelle, mais sans cibler nécessairement des scientifiques. On veut le champ d'action le plus large possible. Donc nous avons sélectionné une communauté internationale de scientifiques, d'écoles de commerce, de Sciences Po, d'ingénieurs, jusqu'aux artistes. Au sein de cette communauté, chaque année, nous allons sélectionner 10 profils remarquables. Remarquables par leur premier succès en termes de conservation, mais aussi de développement durable. Cette première cohorte, 10-15 jeunes, vont pouvoir venir en principauté au mois de juillet, lors d'un campus, formation au leadership, prise de parole en public, management multiculturel, etc. et bénéficier surtout de masterclass de nos réseaux d'experts. Enfin, pendant 18 mois, ils bénéficieront d'un accompagnement, un programme de mentor et d'une visibilité sur les événements que la Fondation organise à Monaco, mais aussi à l'étranger. Autant de sujets et bien d'autres qui sont abordés à chaque année lors de la Monaco Ocean Week, co-organisée par la Fondation Prince Albert II, l'Institut océanographique, le Centre scientifique, le Yacht Club de Monaco et le gouvernement princier. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission et merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Monaco Info.